Merci pour votre fidélité à l'AFM Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal consacrée en majeure partie à la rétrospective de la semaine après la tenue de la table ronde sur l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le président de la République a décidé de rétablir les autorités civiles dans les entités territoriales de ces deux provinces. Félix Tshisekedi a annoncé un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état des sièges. Suivez un extrait de son allocution à ce sujet. En ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les 3 commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la Défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des 2 provinces concernées, j'ai opté, en toute responsabilité, pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le même ordre d'idées, sachez que le chef de l'État a également décidé de la levée du couvre-feu dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Encore une fois, suivez le président de la République dans cet extrait choisi par votre rédaction. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler sans délai les arriérés d'émoluments des animateurs des institutions provinciales mises en veilleuse par l'état de siège, tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège. Il va sans dire qu'en plus de leurs compétences matérielles, les juridictions civiles, du reste compétentes pour gérer les contentieux électoraux, recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives, à l'exception de quelques préventions liées à la sûreté nationale qui relèveront, elles, des juridictions militaires. Mes très chers compatriotes, après l'état d'urgence sanitaire, les mesures de ce dispositif transitoire et graduel de l'état de siège nous conduisent dans une nouvelle expérience constitutionnelle de gestion des situations d'exception. Elles marquent notre détermination à défendre jusqu'à la dernière énergie notre intégrité territoriale, notre souveraineté et notre dignité comme peuple. Dans l'actualité, pendant la semaine, l'Université de Kinshasa a décerné au président de la République le diplôme de docteur honoris causa. Félix Tshisekedi a été honoré pour des loyaux services rendus à la nation quelque temps seulement après sa prise de pouvoir. Je vous propose de suivre cette cérémonie.
C'était une journée toute particulière pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Déjà tôt le matin, le décor était planté pour recevoir le chef de l'État et lui décerner le titre de docteur honoris causa. Les professeurs de l'université de Kinshasa ont jugé opportun de décerner ce titre honorifique au président de la République afin de rendre hommage à l'amélioration du climat d'affaires, l'afflux des investisseurs, l'accroissement du budget national, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Sous les ovations du public, le chef de l'État a été revêtu des insignes de l'université de Kinshasa. Félix Tshisekedi a reçu avec bravoure ce titre honorifique. Rappelons que le concept honoris causa est une locution latine qui signifie pour l'honneur. Ainsi, un doctorat honoris causa est un titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personne qui s'est distinguée dans un domaine donné. Direction le Nord Kivu, où les hommes du groupe d'autodéfense Wazalendo ont réduit en néant les rebelles du M23 dans les territoires de Massissi. Après d'intenses combats, les Wazalendo ont récupéré ces territoires, affirmation faite par le porte-parole de ce groupe d'autodéfense. Reportage de nos confrères de TV5. Ils ont convié les journalistes sur le terrain, dans l'une de leurs bases, dans le territoire de Massissi. Ils exhibent des armes qu'ils disent avoir prises à l'ennemi, le M23. Ces hommes, vêtus en civil ou en uniforme, appartiennent au groupe d'autodéfense surnommé Wazalendo dans le Nord Kivu, des combattants issus des APCLS, l'un des nombreux groupes armés, locaux et historiques de l'Est de la RDC qui ont pris les armes début octobre contre le M23. Aujourd'hui, nous avons libéré, comme vous l'avez dit, tout le territoire de Massissi et nous sommes déjà à profondeur parce que nous sommes déjà à Bouiza. Là, c'est déjà le territoire de Rutshuru. Nous allons avancer jusqu'à la limite de la RDC. L'une des motivations de ces hommes, disent-ils, les élections générales de fin décembre. Dans les territoires de Massissi, de Rutshuru et de Nyiragongo, l'enrôlement des électeurs n'a pas eu lieu à cause de l'insécurité. C'est impératif. La population de ces trois territoires doit participer aux élections comme tous les autres territoires de la République démocratique du Congo. Nous allons nous battre pour chasser l'ennemi et nous allons participer aux élections. Que les autorités nous écoutent, nous voulons aussi participer aux élections pour nous rassurer que nous faisons partie du tout Congo. Les Wazalendo disent avoir affronté le M23 jusqu'à lundi pour l'emporter mardi, ici, dans le territoire de Massissi. Cette route, qui relie la ville de Kichanga à Goma, la capitale du Nord Kivu, 100 km plus loin, est de nouveau largement empruntée par des poids lourds. Un retour à la normale. Je viens de Nyanzale, je suis passé par Mweso, Kichanga, Burungu, Kabalakasha. Je n'ai eu aucun problème sur la route. Personne ne m'a embêté. Le M23 nous menaçait et exigeait qu'on paye une taxe de $320, mais tout ça aujourd'hui c'est fini. Par conséquent, le marché de la ville de Saké, à une trentaine de kilomètres de Goma, a pu mardi être approvisionné en produits frais, un soulagement pour ses habitants. Ces combats dans le territoire de Massissi ont encore dégradé la situation humanitaire. Selon l'ONU, au moins 20 civils ont été tués et plus de 30 autres blessés depuis le 1er octobre dans la région. Et près de 85 000 personnes ont fui leur village, s'ajoutant aux milliers de déplacés que compte déjà le Nord Kivu. L'actualité pendant la semaine en religion a été marquée par la célébration de la journée du 12 octobre par les Kimbanguistes. Un grand culte a été organisé à Kinshasa et dans la province du Congo central, précisément dans la cité sainte de Nkamba, Jérusalem. Il était question de commémorer la mort du premier chef spirituel et initiateur de cette église, Simon Kimbangu Kiangani, ainsi que de la naissance de l'actuel chef spirituel, Simon Kimbangu Kiangani. Plusieurs personnalités ont quitté Kinshasa pour rehausser de leur présence cette cérémonie, entre autres les chefs des confessions religieuses, notamment le chef suprême du Crétébem, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa. Suivez les images.
C'est dans ce temple d'Nkamba Yeluselemi que la commémoration de la mort du premier initiateur de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu, et de la naissance de l'actuel chef spirituel des kimbanguistes, Simon Kimbangu Kiangani, a été célébrée. Les personnalités venues de Kinshasa et d'ailleurs ont tous rehaussé de leur présence cette grande cérémonie. Un culte de haute portée spirituelle a été organisé à l'honneur de l'initiateur de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani et du père spirituel Simon Kimbangu Kiangani. Une coïncidence spirituelle ineffaçable comme le prétendent les kimbanguistes. Toute libération commence par une prise de conscience. Une prise de conscience spirituelle de ses propres capacités. Et cette révélation spirituelle de penser par nous-mêmes et d'avoir notre propre manière de prier par une révélation divine qui est venue par Papa Simon Kimbangu à certains 6 avril 1921 ne pouvait pas passer inaperçu en République démocratique du Congo. Invité pour la circonstance, André Wameso, conseiller du chef de l'État, a réitéré le soutien du président de la République à l'église kimbanguiste. Et c'est pour cela que le président est très attaché aux kimbanguistes. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas se lancer dans ce combat de recherche de notre indépendance économique sans se rattacher au kimbanguisme, sans se rattacher à vous, Papa Simon, parce que vous êtes la source de toute chose. Rappelons que plusieurs invités de marque ont pris part à ces grands cultes, entre autres le chef suprême et chef de la Crétébem, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, ainsi que d'autres chefs des confessions religieuses. Les kimbanguistes ont commémoré à la hauteur cette journée leur dédiée afin de magnifier le combat de Simon Kimbangu Kiangani, initiateur de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Hormis les chefs des confessions religieuses, les personnalités politiques ont également rehaussé de leur présence ce culte tenu en Kamba dans la province du Congo central. Je vous propose de suivre le conseiller du président de la République qui réitère le soutien du chef de l'État à l'église kimbanguiste. Le 6 avril 2022, c'est ici, du haut de cette tribune, que je vous ai confirmé à vous, Papa Simon, ainsi qu'à tous les fidèles kimbanguistes, la promesse qu'il vous a faite un an plus tôt, le 6 avril 2021, de consacrer le 6 avril, chaque 6 avril, comme étant une journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République. Je suis fier parce que quand je suis venu le dire, j'ai vu quelques regards sceptiques. Mais je vous avais expliqué la raison pour laquelle le chef de l'État y tenait, très sincèrement. Parce que le chef de l'État considère qu'il s'inscrit dans une lignée où il y avait comme une erreur. L'erreur, c'était qu'on a directement célébré la conséquence de l'indépendance, c'est-à-dire l'indépendance politique du 30 juin, sans célébrer la cause. La cause, c'est le discours du 6 avril 1921. Le 14 octobre 1930, vous le savez, la journée autrefois dédiée à la célébration de l'anniversaire de naissance du feu président Mobutu était férié, chômé et payé sur l'ensemble de la République du Zaïre. Mobutu Sese Seko fut président de la RDC. Il est le deuxième président qui a régné de 1965 à 1997 et fils de la célèbre Mama Yimon. On va parler de la clôture des dépôts des candidatures pour la présidentielle 2023 à la Commission électorale nationale indépendante. Le rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie retrace les contours des travaux faits pour les 24 candidats qui ont déposé leur dossier. Suivez.
Tout s'est bien passé au niveau des dépôts des candidatures pour les candidats présidents de la République. Nous avions commencé cette opération depuis le 9 septembre 2023 pour la clôturer le 8 octobre 2023. Nous avons travaillé le samedi, nous avons travaillé également les dimanches, donc on n'a pas eu de repos durant ces 30 jours. Je voudrais vous informer qu'il y a eu 49 retraits des formulaires, dont 39 pour les indépendants et 10 pour les partis et regroupements politiques. La CENI a reçu 24 candidatures, parmi lesquelles il n'y a qu'une seule femme qui a postulé. Et les 14 autres dossiers, on ne les a pas reçus parce qu'il y avait des pièces qui manquaient, soit c'était le certificat de nationalité, soit la preuve de paiement, ou même voir il y a des pièces qu'on a amenées qui n'étaient pas notariées. Il y a toutes ces choses-là qui ont fait que d'autres dossiers n'étaient pas reçus au niveau du BRTC. Il faut aussi retenir que parmi les 24 candidats, nous avons 18 candidats indépendants et 6 candidats viennent des partis et regroupements politiques. La plus grosse difficulté rencontrée, c'est celle liée à l'engouement du dernier jour. Tous ces temps ici, comme je le disais, il y a eu des semaines, il y a eu des jours où on n'avait pas de requérants. La majorité des candidats a attendu le dernier jour pour se présenter, ce qui fait qu'il y a eu la gestion de la foule, parce que quand un candidat vient, il ne vient pas seul, il se fait accompagner des membres de la famille, des militants, des membres de la famille biologique, voire même les membres de la famille politique. Et c'est ça qui a fait que le dernier jour, nous étions envahis. Je dois reconnaître aussi que nous avons eu des équipes, des professionnels. Nous avons également eu une très bonne équipe au niveau du BRTC, sans oublier l'équipe managériale qui a accompagné cette opération. Les premiers jours, nous avons enregistré 3 candidats, mais après cela, il y a eu quand même une période où il n'y avait plus de candidats pour déposer leur dossier. Au moins, nous avons reçu des mandataires des candidats, voire même les candidats eux-mêmes, pour les retraits des formulaires. Dans l'actualité, on parle encore des réactions au sujet des propos soulevés par le général John Numbi. Pour Éric Bila, cadre du Sénat, que la population congolaise doit garder son calme. Rien ne peut bouger parce que l'intégrité territoriale ne sera pas menacée. Les fils et filles du pays n'accepteront pas l'ennemi de la République. Il a fait savoir au micro d'Alain Goma. C'est contradictoire. Moi, j'allais aimer qu'il nous fixe clairement ce qui les faisait de ces monstres-là. Parce que ça, c'est de façon tâtonnée. Donc, s'il faudrait faire des analyses, entre guillemets, dérivées, c'est dans ce sens-là qu'on est en train de citer les deuxièmes monstres comme étant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et les premiers, on ne le connaît pas. Je pense que ça vient s'ajouter à tout ce qu'on a comme phénomène dans les réseaux sociaux. Les Congolais sont des gens dans cette habitude démocratique de voter chaque après 5 ans. Et ce n'est pas le général John Numbi qui va ralentir, encore moins mettre un point stop à cette avancée démocratique-là. Donc, je demande aux Congolais de ne pas s'approprier ça dans les têtes. Seulement, l'appropriation doit aller dans les chefs de notre justice et de nos services de sécurité pour que les conséquences soient tirées. Nous sommes dans un état de droit, mais seulement géographiquement, on ne sait pas d'où il est en train de tirer sa cachette dans ce qu'il est en train de faire, mais sinon, la démocratie, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de penser, lui consacre ces droits-là de mettre ses avis, mais seulement la restriction est qu'il s'agit d'un général soumis à une hiérarchie. Donc sa démarche sur les plans de fond et sur les plans de la forme n'a pas rencontré la raison. Régulation des médias, le CESAC ouvre l'œil et les bons sur les réseaux sociaux qui, pour cette institution, cette voie de communication est aujourd'hui à l'origine de la dépravation des mœurs. C'était au cours d'une conférence de presse tenue pendant la semaine. Fifi Kalumbwe et Florent Okita. En s'insurgeant contre l'usage des réseaux sociaux, les CESAC ne visent pas seulement la pré-campagne électorale qui monte en flèche, mais également et surtout la dépravation de mœurs. La RDC, notre cher et unique pays, est comptée aujourd'hui parmi, malheureusement d'ailleurs, parmi les producteurs de la bêtise, les producteurs de fake sur les réseaux sociaux, où la compétition de la bêtise et de l'immoralité rivalise incroyablement
avec la promotion des antivaleurs. Les discours de déchirement, les prédications qui accentuent les clivages, les chansons qui dénudent nos sœurs et consacrent l'imbécilité, sans gêne, sans aucune honte. Les différentes publications dans les réseaux sociaux sont loin de contribuer à l'éducation de la jeunesse à venir de demain, a dit Christian Bossembe, président du CESAC. Aujourd'hui, c'est plutôt ceux qui gagnent la vie de la manière la plus sale qui empruntent les raccourcis. Et ce qui est écœurant, nos enfants suivent une catégorie de personnes qui n'ont rien à foutre avec l'éducation. Ils sont poussés par le lucre, engrangés impitoyablement par le buzz. Et ils se font appeler outrageusement et malencontreusement influenceurs ou influenceuses. En Chine, quand vous posez la question aux enfants de 9 ans, ce qu'ils deviendront demain, ils disent tous ingénieurs, médecins, architectes. Mais chez nous, quand on pose la question aux enfants du même âge, ils disent influenceurs sur les réseaux sociaux. La République démocratique du Congo ne va pas continuer à détruire sa jeunesse parce que certaines personnes veulent en tirer profit. Le CESAC, après ce constat macabre, a décidé de mettre en place la directive sur les réseaux sociaux, qui, à notre avis, va aider le pays à résoudre tant soit peu le problème de mœurs. Je vous présente donc quelques innovations. Vous aurez certainement le contenu, mais voici en si peu de mots les grandes innovations de notre directive. La responsabilisation des acteurs sociaux et animateurs des débats publics. La participation des directeurs de programmes à l'autorégulation interne des médias avant la diffusion. L'interdiction de la publicité illicite dans les réseaux sociaux sans l'avis du CESAC. Garde donc au récalcitrant car les viseurs du CESAC sont déjà sur tous les médias, dans les réseaux sociaux et autres. Et au sujet de la campagne électorale précoce observée dans les médias ainsi que dans les réseaux sociaux, le CESAC a promis des sanctions sévères à l'endroit de toute personne qui a intérêt de faire cette pratique. Encore une fois, je vous propose de suivre les présidents du CESAC au micro de Fifi Kalumbwe et Florent Okita. Les élections ne devraient pas être un motif de déchirement ou un événement apocalyptique. Le pays ne se résume pas aux élections. Et les élections ne définissent pas un État. Il y a une vie après les élections. Nous ne pouvons pas permettre aux gens de tout galvauder au nom des élections. Ces accusations gratuites, ces attaques personnelles, ces imputations dommageables, ces déferlements de discours de la haine, cette recrudescence de violence verbale sont à condamner sans la moindre faiblesse et sans aucune complaisance. À l'heure actuelle, la campagne électorale n'est pas encore officiellement autorisée. Mais tous les médias, y compris la RTNC, se sont déjà lancés à sa diffusion. C'est un désordre que le CESAC ne compte pas cautionner. La campagne sera officiellement lancée et les acteurs politiques auront donc le temps de pouvoir présenter leur offre politique afin que les électeurs fassent le choix en toute responsabilité. Mais pour l'instant, il est interdit toute forme de message de propagande dans les chaînes de télévision, dans les médias et même dans les réseaux sociaux. Que les patrons de médias, que le professionnel des médias, que le directeur de programme et le directeur des informations évitent tout traitement des informations et entraînent à la campagne. Et cela consiste à parler du numéro des candidats, de sa vision et de sa circonscription. Et cela, peu importe le format, que ce soit à l'église, comme certains pasteurs le font, que ce soit à l'église comme certains pasteurs le font, du moment où ça reste dans le cadre de l'église, ça ne nous concerne pas le CESAC. Mais une fois que c'est placé dans les médias, ça nous concerne et nous n'arrêterons pas. Ces enseignants qui utilisent leur chair, au lieu d'enseigner, ils font la campagne. Nous demandons que cela reste dans les universités, dans les auditoires. Mais une fois que ça sera présenté dans les médias ou dans les réseaux sociaux, ça deviendra l'affaire du CESAC. Les musiciens qui, à travers leur production scénique, s'adonnent allègrement à des campagnes, de journalistes, candidats, qui, malgré le fait que les listes ont déjà été publiées et qu'ils ont déjà les numéros, continuent quand même à utiliser des plateaux de télévision
pour régler des comptes à leurs challengers ou pour parler de leur programme politique, eux aussi exposent, non pas qu'ils s'exposent eux-mêmes, mais ils exposent aussi les médias qui leur accordent la parole. La Maison de l'Agriculture et de l'Environnement a bouclé sa formation de la 81e et 87e promotion de la formation en agrobusiness. La cérémonie de remise des brevets est intervenue pendant la semaine à l'université de Kinshasa. Joseph Majondo et Samuel Ilunga. C'était une cérémonie haute en couleur où l'ambiance était en son comble. Les lauréats de la 81e et 87e promotion, ici du centre de formation sur l'agrobusiness, organisé par la Maison de l'Agriculture et de l'Environnement en partenariat avec le Conseil national de la jeunesse. L'objectif de cette formation organisée par la MAIE est de responsabiliser la jeunesse à l'entrepreneuriat. Nous avons 3 meilleurs investissements au monde. Le premier investissement, c'est l'investissement humain. Si vous investissez à l'homme, vous ne serez pas dessus. Le deuxième investissement, c'est l'investissement agriculture. On doit investir dans l'agriculture. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a placé en Éden. Premièrement, il a investi à l'homme, il a instruit. Et il lui a donné un travail. Quel est le travail? L'agriculture. C'est ça le grand problème que nous avons. Donc, il faut valoriser l'agriculture. L'agrobusiness est un domaine important dans l'investissement pour le développement d'un pays. L'ancien président du réseau des étudiants du Congo saisit l'occasion pour appeler les jeunes à investir dans l'agriculture. Il est aussi important que nous puissions initier. Nous pouvons créer des entreprises. Et le domaine ou le secteur aujourd'hui qui peut nous donner beaucoup plus d'emplois, c'est le secteur de l'agriculture. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu encourager, donc notre intervention va dans le sens à encourager les étudiants, à encourager l'élite congolaise à comprendre que nous pouvons aussi créer beaucoup d'emplois dans ce secteur agribusiness que nous sommes en train de défendre ici, notamment par cette structure MAE que nous avons vu naître. La manifestation s'est soldée par la remise des brevets aux lauréats ayant participé à cette formation sur l'agriculture. D'un chapitre à un autre, le bourgmestre de la commune de Kalamou, Charlie Luboya Kanchama, a visité les installations de la Fondation Maloua ainsi que de la FM Télévision. Le numéro 1 de la commune de Kalamou s'est dit satisfait de cet investissement qui participe à l'émancipation du social des Congolais. Suivez les images dans ce reportage de Fifi Kalumbwe et Torres Tibou. Après 2 ans d'existence de la FM Télévision dans la sphère médiatique congolaise, l'autorité municipale de la commune de Kalamou, Charlie Luboya et sa délégation ont rendu visite ce jeudi 12 octobre 2023 à la FM Télévision afin de palper du doigt la manière dont se déroulent les choses et faciliter la collaboration entre sa municipalité et la dite chaîne. Au sortir de sa visite, le bourgmestre de la commune de Kalamou a félicité l'initiateur de la FM Télévision pour ce beau cadeau offert aux Kinois en particulier et aux Congolais en général, surtout en cette période électorale. C'est comme si je me retrouvais en Europe. C'est un studio bien équipé, complet. Je fais que louer Dieu pour que ça aille encore davantage. Que la Fondation Maloua puisse encore nous servir davantage dans des beaux cadres comme ça. Et surtout qu'on tend vers les élections. Et je pense que j'ai découvert un secret où de temps en temps on passera pour passer une émission. Bon, moi je suis ravi et très content. Rappelons que cette visite dans les installations de la FM Télévision vient sceller un mariage entre la commune de Kalamou et la FM Télévision pour son accompagnement et son développement. Et après son passage dans les installations de la Fondation Maloua et de la FM Télévision, le bourgmestre de la commune de Kalamou a retracé les différents contours de développement de sa municipalité, une exclusivité accordée à la FM Télévision que vous suivrez ce lundi à 19h. On va parler sport à présent. Le FC Renaissance du Congo, après sa défaite contre la formation de Fénéline FC en match de la première journée du championnat national Ligue 2, le comité sportif a tenu une réunion stratégique avec tous les membres du comité. Suivez les détails avec Lionel Ngolo.
Réunis de toute urgence, les comités sportifs du FC Renaissance du Congo a tenu une réunion stratégique afin d'évaluer la défaite enregistrée hier par les clubs, affirme le secrétaire général. De l'autre côté, on essaie aussi de faire de notre mieux, de façon que les joueurs avec le concours, il y a président, vice-président et surtout il y a patriage, de façon que c'est une partie, les gros lobes. En présence du président sportif et du vice-président respectivement, Maître Malouabili Cléophas et Médarkan Kolongo, le comité sportif des clubs a présenté son mea culpa aux supporters. Remerciement à mon que je voulais donner Nanoeza et pas à bas supporters. Je commence par eux. Ils sont à féliciter. Bas supporters Bino Nyonso Longonia Nabino. Vous avez prouvé et montré devant la face du monde que Bozalak, vous êtes incontournable, incontestable, des gens à soutenir. Une défaite qui n'est pas aperçue comme telle par les comités sportifs qui considèrent tout de même ces matchs comme une victoire parce que finalement l'équipe touche son premier match. Les affects fait à Liboso parce que beaucoup des efforts et salami et puis réussite et mon année jusqu'à 15h j'ai vu les gens partager dans les réseaux sociaux que l'été comme Moutioko Beta bato baye kozwa confirmation tango billet et tekami alors Tobeti FC Renaissance c'est ici les liens à remercier d'abord bato nyonso. Rappelons pour son premier match de la saison, le FC Renaissance du Congo s'est incliné devant le FC Fénéline sur le score de 4-0. La RDC connaît désormais ses 3 adversaires de phase de poule du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, le groupe F, dans lequel est lignée la République démocratique du Congo. Les Léopards vont jouer contre le Maroc, la Zambie et la Tanzanie. Je vous propose de suivre la réaction du ministre des Sports, Kabulo Mona Kabulo. On l'écoute au téléphone de Lionel Ngolo. Je pense que les tirages au sort effectués par la CAF placent la RDC dans le groupe du Maroc, de la Zambie, de la Tanzanie. Un tirage qui me paraît tout à fait équilibré, qui ne me gêne pas du tout et qui ne me fait pas peur. Il est vrai que le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar, par favori, c'est le plus sérieux adversaire des Léopards. Le Maroc est 13e. Au classement FIFA, premier pays africain, vainqueur de la CAN de moins de 23 ans, eh bien, nous allons jouer contre le Marocain. Maintenant, les Maroc, c'est vrai, auréolé de beaucoup de commentaires, des pronostics. Nous ne faisons pas partie du top 10 dans les classements FIFA. Ça nous arrange. Nous allons arriver en Côte d'Ivoire dans une position d'outsider. Ça nous arrange. C'est toujours comme ça. Les Léopards, quand vous les oubliez, ils vont certainement rebondir. Nous aurons un groupe très très équilibré et je suis convaincu que nous ne manqueront pas une place qualificative en tout cas. C'en est fini pour cette édition du journal consacrée en majeure partie à l'actualité rétrospective de la semaine. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et bon week-end chez vous.